Tisserand. Donc je suis Frédéric Tordeau, je suis ravi d'être là. Moi ce que je vais faire c'est vous présenter un bout de la théorie sur les images de Serge Tisserand qui m'habite en tant que psychologue et en tant que cyberpsychologue et en tant que chercheur en cyberpsychologie. Parce que, faut-il le rappeler, Serge Tisserand a jeté les bases fondamentales, à mon sens, de la cyberpsychologie. Alors, je suis ravi et honoré de vous rendre hommage, Serge. Je ne vais pas prendre plus de temps qu'il n'en faut pour vous dire que je vous remercie pour votre confiance et notre amitié partagée, d'abord. Mais aussi d'avoir permis à notre génération connectée de nous faire nous sentir respectés, sans avoir constamment le sentiment de perdre du temps dans nos activités d'image. D'une manière très importante en France, en effet, Serge, vous avez fait sortir l'image du long mépris dans lequel elle était enfermée. Alors Serge, vous avez réalisé ceci en insistant d'abord sur notre relation fondamentale du point de vue psychique aux images. À commencer par l'expression d'un désir. Alors, vous avez montré que nous sommes tous habités par le désir d'entrer dans l'image. Et c'est ce qui expliquerait que nous inventons des dispositifs d'image qui sont susceptibles de satisfaire ce désir. Mais, nous dit encore Serge Tisserand, si nous sommes habités par ce désir, c'est que notre corps est la première machine à fabriquer des images. C'est-à-dire que nous venons au monde dans les images bien avant de pouvoir nous placer devant elles. Alors Serge Tisserand, il montre par exemple que le bébé a deux grandes façons de vivre dans les images. La première, c'est ce que les psychanalystes ont appelé l'hallucination primitive. Alors qu'est-ce que c'est l'hallucination primitive? C'est que le bébé peut vivre dans des hallucinations des états de satisfaction qui vont être proches de ceux que lui procure la réalité. Et en effet, le bébé, il tète déjà dans ses images intérieures avant de téter le sein ou le biberon. C'est-à-dire qu'il va anticiper un état de satisfaction avant même d'obtenir cette satisfaction. Et là, on retrouve dans cette première expérience ce que Serge Tisserand nomme en 2012, dans un livre qui est très important pour moi, qui s'appelle « Rêver, fantasmer, virtualiser du virtuel psychique au virtuel numérique », ce qu'il nomme comme une composante centrale de la vie psychique, de la vie mentale, le virtuel psychique. Alors la seconde façon de vivre dans ces images, nous dit encore Serge, c'est le rêve, qui est encore une forme d'ailleurs d'hallucination normale dans le sommeil. Et dans ces deux expériences, le bébé, il se trouve dans ces images du dedans. Et c'est pourquoi, selon vous, l'individu va chercher à fabriquer des images pour reproduire les satisfactions qu'il a pu éprouver dans ses premières hallucinations. Alors avec les images matérielles, l'individu va renouer alors avec le destin de la fabrication des premières images psychiques, puisqu'il est à lui-même son premier dispositif d'image. Donc ce sont les relations que l'homme établit avec les images qu'il produit à l'intérieur de lui qui vont constituer le prototype de nos relations, des relations qu'on tente ensuite d'établir avec toutes les images qui nous entourent. Alors pour autant, nous dit Serge, l'individu ne fabrique pas ces images pour revivre à l'identique ces expériences. S'il souhaite être dans l'image, c'est-à-dire y entrer, il souhaite aussi pouvoir en sortir quand il veut. C'est-à-dire que nous entrons dans les images sans savoir si nous pourrons en sortir, nous y entrons comme dans un monde réel, puis nous nous en dégageons pour constituer cette image en représentation. Alors car en effet, selon Serge, et je conclurai sur ça, il y a deux grandes conditions pour que l'image soit un support pour nos processus psychiques. D'une part, l'image c'est un espace fini et clos.
C'est-à-dire que l'image, c'est une relation à l'espace. Et puisque l'image est un espace, c'est encore un territoire à explorer. Or, vous nous dites que les images numériques réalisent techniquement le fantasme d'être dans l'image. Et d'autre part, l'intérieur de cet espace clos est non seulement un espace à explorer, mais également un espace à transformer. C'est-à-dire que l'image, c'est également un opérateur de transformation. On explore l'image par des manipulations multiples, qui peuvent être gestuelles ou psychiques. Face à une photographie, par exemple, on se demande ce qui se passe avant ou après la prise de vue. Et lorsqu'elles sont psychiques, ces images, eh bien, ces images de transformation sont proches des rêveries que nous transformons autant qu'elles nous transforment. Alors ainsi, pour l'auteur, c'est ça qui m'apparaît très très important aussi, c'est que notre conception occidentale de l'image est inadéquate ou l'était. C'est-à-dire que nous voulons croire que nous aimons les images parce qu'elles voudraient dire quelque chose ou nous dire quelque chose. Comme si derrière notre intérêt pour les images, il y avait toujours un sens caché. Mais parler de l'image exclusivement en termes de signification revient à bloquer notre désir d'être avec les images. Car l'image est d'abord un objet, ce que Serge Tisseron appelle un objet-image, auquel on se colle comme un espace physique. Et c'est seulement dans un second temps qu'on se décolle de l'image pour la transformer. Alors pour conclure, Serge, j'ai une petite question pour vous. Que devient, avec les nouvelles technologies immersives, et notamment la réalité virtuelle, ce désir d'entrer dans l'image? C'est-à-dire, s'il est satisfait, mais le serait-il un jour, quel désir va venir le remplacer? Merci beaucoup, Serge. Merci Frédéric. J'ai fait mes études à Lyon et j'avais été très frappé à Lyon par une expérience que racontait Louis Jouvet. C'est que lorsque un tout petit bébé commence à éprouver de la faim, il manifeste son impatience, donc il éprouve une sensation désagréable, manifeste son impatience, il crie, il bouge. Et puis, si personne ne vient vers lui, tout d'un coup, nous disait-on à la fin qu'à l'époque, le bébé adopte une mimique de satiété, comme s'il avait été nourri. Alors déjà, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais probablement il attend quelque chose, mais ce qu'il attend, c'est autant d'une sensation de satiété, une représentation tactile, c'est peut-être regarder le regard de la mer. Donc déjà, on s'aperçoit que l'image, c'est pas seulement du visuel, c'est vraiment une expérience globale. Et puis j'ai été impressionné par le fait que dans un premier temps, le bébé manifeste son manque, mais dans un deuxième temps, en effet, comme disait Frédéric, il est dans un état d'hallucination dans lequel il hallucine la satisfaction. Et après, les choses vont continuer à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va apprendre à voir sa mère quand elle est devant lui, et puis il y a des moments où il va l'imaginer comme si elle était devant lui. Et donc, du coup, il va séparer la représentation qu'il a de sa mère quand elle est là et la représentation de sa mère quand elle n'est pas là. Alors, c'est formidable, parce que quand elle est là, il pourra ouvrir les bras, et quand elle n'est pas là, il pourra l'appeler. Donc du coup, c'est très important de faire la différence entre l'image qu'on a de ce qu'on attend et la réalité réelle. Le problème, c'est qu'en même temps, on peut regretter que quand on a envie qu'elle soit là, on n'ait pas la capacité de se satisfaire hallucinatoirement de sa présence. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà à quoi nous servent les images. À créer une situation dans laquelle nous avons l'impression que ce que nous désirons est enfin accessible, disponible, ce qui fait que depuis les origines, l'être humain, j'en avais ta question, depuis les origines, l'être humain fabrique des machines à images que l'être humain fabrique de la façon la plus minutieuse, la plus parfaite possible, pour qu'un jour, nous puissions entrer dans ces machines à images de telle façon que nous vivions, et c'est la prochaine étape probablement après la réalité virtuelle, de telle façon que nous vivions nos rêves comme une réalité dans laquelle nous serions présents physiquement. C'est-à-dire, ça ne serait plus des scénarios mentaux que nous nous plairions auxquels nous nous plairions à rêver,
mais ça serait des situations concrètes dans lesquelles nous aurions les satisfactions que nous attendons de nos rêveries. De nos rêveries, nous sortons toujours à un moment ou à un autre en nous disant ben, hélas, ce n'est pas cela, mais peut-être un jour il existera en effet, au-delà de la réalité virtuelle, des machines qui permettraient à chacun de vivre leurs rêveries les plus exaltantes, les plus satisfaisantes, les plus égocentrées, comme si c'était une réalité. Et il y a un film d'ailleurs qui me paraît rendre compte de cela, c'est Jusqu'au bout du monde, de Wim Wenders. C'est un médecin qui met au point une machine pour que sa femme aveugle puisse voir le monde comme elle l'imagine, que les images qu'elle a dans la tête sont vraiment des images qui s'incarnent pour elle dans son environnement, mais la machine est très vite détournée de son usage et tous les gens qui se mettent sur la tête vivent leurs rêves à satiété au point d'oublier de manger, de boire, finalement ils se laissent mourir. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut souhaiter l'étape ultime, mais en tout cas il paraît inévitable que toutes les machines à images progressivement se rapportent de ce rêve de l'humanité. L'être humain a toujours désiré entrer dans les images, l'invention de la perspective, de la géode, du 3D, de la photographie en relief, maintenant en réalité virtuelle. C'est un vieux rêve qui atteint une nouvelle étape avec la réalité virtuelle, mais ce n'est pas la dernière. Vous voyez, je crois que la dernière, c'est le film de Wim Wenders. Enfin, avant qu'on en arrive là, il y aura probablement beaucoup d'autres choses qui se seront passées. Donc, il faut toujours se garder de vouloir imaginer l'avenir à partir d'un seul paramètre. Il y en a tellement. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Yann Leroux. Oui, bonjour. Je suis très content d'être là. Je suis un peu... j'avais préparé tout un speech en disant je suis un peu ému, etc. Mais en fait, au moment où je parle, je suis un peu surpris d'être là. Alors, je vais vous raconter un peu quelques anecdotes parce que je devais vous parler de la manière dont Serge Tisseron a théorisé les jeux vidéo, mais je crois qu'il y a le détour par ces anecdotes peut être intéressant. C'est les premières fois en fait, hein. Puisque c'est ce que vous m'avez conseillé, raconter un peu les premières fois, toujours bien les premières fois, surtout quand on a tâté du divan. Alors ma première fois avec Serge Tisseron, c'était très agréable, j'étais derrière d'ailleurs, hein. J'étais sur le siège passager d'une voiture, je ne sais pas si j'étais dans la position de l'enfant ou du psychanalyste ou les deux, et d'un seul coup, Serge Tisseron se tourne vers moi et me dit mais alors, vous n'aimez pas les jeux vidéo ou quelque chose de ce genre-là. Et j'étais très surpris parce que je me suis dit, mais alors comment se fait-il que, à partir de mon silence, il tombe complètement à côté. Et puis, immédiatement, je me suis dit, bien sûr, je me suis dit, il n'est pas doué, tout ça, ça c'est évident, mais je me suis dit, c'est quand même pas la première fois que les gens te prennent pour quelqu'un d'autre. Donc là, ça a fait tilt un peu. Hein. Deuxième fois, deuxième anecdote, j'ai fait une thèse avec Serge Tisseron, et comme tous les thésards, je me suis beaucoup plaint de mon directeur de recherche, qui n'était pas suffisamment là, qui n'écoutait pas, qui ne lisait pas ce qu'on lui donnait. Quand il le lisait, il vous le renvoyait en disant « faut modifier ça, et c'était tout à fait infini. Et le jour de la soutenance, j'arrive, un peu en dilettante, je dois dire, hein, des années après, donc j'arrive, et puis j'entends Serge Tisseron dire « oui, alors Leroux, ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai eu confiance. » Et là j'ai pris une leçon, parce que je me suis dit qu'en fait, que ce que j'avais pris pour vraiment des positions comme ça, de ne pas savoir diriger une recherche, ou ne pas s'intéresser aux choses extraordinaires que je faisais, c'était un truc qui était construit. Et la deuxième chose qui me rassure beaucoup, c'est de vous entendre dire que, oui, alors des fois, moi, je pars dans tous les sens, et je me dis, alors il y a deux options, où je me suis identifié à des choses qui vous appartiennent très profondément, ou c'est vous qui vous êtes un peu identifié à moi, et ma foi, ce sont des choses qui peuvent aussi arriver. Alors, je vous raconte tout ça pour vous dire, pour en arriver à un point qui est un peu compliqué pour moi à avouer, c'est que je suis un peu métisse. Et la dernière fois que j'ai parlé avec Serge Tisseron au téléphone, je lui ai presque avoué, je lui ai dit, mais faut pas vous inquiéter, parce qu'en fait, vous êtes métisse, vous avez tellement... Dans ma tête, j'avais le nom Tisseron, hein, quand même. J'ai des vieux Roland Lacaniens, donc j'avais le nom de Tisseron, je me suis dit, voilà quand même un gars qui tisse depuis des années une œuvre qui est formidable, et il le fait vraiment de façon très... Il y a quelque chose de très volontaire. Il y a toujours l'idée de reprendre ce que les autres ont lâché. En fait,
pour le dire autrement, ce que les autres n'ont pas symbolisé ou n'ont pas pu symboliser, lui il le reprend et il l'ajoute au chemin avec comme idée, je crois que ça pourrait servir à d'autres. Vous avez fait le coup avec Anzieux, hein, en reprenant le fil lacanien qu'il a lâché, je le comprends, moi j'aurais non seulement lâché le fil et j'aurais coupé beaucoup de choses au passage. Vous avez repris toute la question du groupe, et puis pour en venir enfin aux jeux vidéo, ce qui moi m'a beaucoup touché, c'est que quand on parle des jeux vidéo habituellement, ou quand on en parlait habituellement, on en parlait comme une manière de produire des images, hein, et une manière de raconter des histoires. Grosso modo, un jeu vidéo, c'était une nouvelle façon de raconter une histoire. On avait le conte, on avait le mythe, on avait le cinéma, la bande dessinée, et puis maintenant on avait les jeux vidéo, et c'était à peu près la même chose. Et il y a Serge Tisseron qui arrive, qui dit oui, ça c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, si vous lisez un peu, j'ai un peu expliqué comment on peut fabriquer du sens avec des images, ce qui était dit tout à l'heure, mais aussi, ce que l'on fait, ça a vraiment de l'importance. Il y a un livre qui est formidable, qui s'appelle « Comment l'esprit vient aux objets », qui montre bien que c'est dans le quotidien que se font les symbolisations. Moi, quand j'étais au fin fond de mon Sénégal, je pensais qu'il y avait des épiphanies comme ça sur le divan, et je me disais, quand j'arriverai en France, enfin j'aurai une grand-maman, et les vitres voleront en éclats, et je découvrirai mon inconscient. Donc, en fait, c'est pas arrivé, je suis arrivé en France, hein, et c'est pas arrivé en pour de vrai, et ce que j'ai compris petit à petit, c'est que les meilleures symbolisations, en fait, elles se font vraiment à bas bruit et lentement, tranquillement. Et ça, il y a un aspect de la théorie des jeux vidéo que vous avez apporté, que vous avez baptisé diade numérique, qui raconte bien ça, et c'est très habile, parce que d'une part, il y a l'idée de la diade que les gamers connaissent bien, puisque quand on joue à un jeu vidéo, on est quand même branché à la machine. Je ne sais pas si vous avez le plaisir de jouer aux jeux vidéo. Si vous ne l'avez pas, dépêchez-vous, c'est vraiment le moment. Si vous l'avez, vous comprenez de quoi je vous parle. Il y a quelque chose d'extrêmement fun à avoir entre les mains un clavier et une souris. Si vous jouez avec une console, je vous pardonne, vous êtes quand même un gamer ou un gamepad, et puis de se connecter avec la machine. Donc, et cette diade numérique, vous avez bien montré que, en fait, ça reprend les premières interactions avec l'environnement maternel, et habilité suprême au patron, c'est que les choses les plus modernes, les choses d'aujourd'hui, sont liées à des choses qui sont beaucoup plus anciennes, puisque avec la diade, ce qu'on a en embuscade, c'est Ferenczi, du coup j'en oublie le nom de notre collègue suisse, parce que j'en veux un autre Suisse au moment où je vous parle, je pense à lui aussi. Donc tout ça pour dire que cette théorie, entre autres, hein, que vous avez donné des jeux vidéo, permet de reprendre des choses anciennes et de montrer que ces choses anciennes sont toujours actives et valides. Et par rapport aux jeux vidéo, c'était vraiment très très important, parce que très souvent, quand on parlait des jeux vidéo, les personnes pensaient qu'un gamer, ça n'avait pas de corps, hein, que c'était du virtuel, que tout ça, ça n'avait pas d'importance. Ben non, pour pouvoir symboliser quelque chose avec un jeu vidéo, il faut vraiment être en interaction avec la machine concrètement. Et d'ailleurs, vous voyez bien dans la vie de tous les jours, lorsque votre ordinateur ne se connecte pas au Wi-Fi, les angoisses que ça vous fait vivre immédiatement, ça vous permet d'économiser facilement 5 ans de psychanalyse, parce que vous régressez très rapidement au niveau les plus archaïques de votre fonctionnement, et vous pouvez savoir ce qui a cloché à ce moment-là. Donc merci pour ça, merci pour ces anxiétés, et merci de nous rappeler que finalement on est tous des métis. Alors, nous allons passer la parole à Pierre Léna, et je dois dire que vous avez une tâche difficile parce que nous sommes un tout petit peu en décalé sur notre planning, donc voilà. Bon, je vais accélérer, mais pas trop quand même. Bon, je suis un astronome complètement égaré parmi tous ces éminents spécialistes de la psyché. Et je sais bien que je dois ma présence ici à l'indéfectible amitié de Serge. Et je remercie beaucoup de cette rencontre improbable pour moi. Alors, dans l'Étoile mystérieuse, il y a un professeur Hippolyte Calice qui introduit le héros au sein d'une coupole d'observatoire. Et là,
il est invité à mettre l'œil à l'oculaire, ce que malheureusement les astronomes ne font plus jamais. Horreur, horreur. Vous vous souvenez, l'image sombre et nette d'une immense araignée se superpose à celle éblouissante de l'astéroïde qui sous peu va frapper la Terre. À moins que les calculs de l'assistant du professeur ne soient faux. Alors, Serge, toi qui as su débusquer, bien au-delà des traits de la fameuse ligne claire, les intentions cachées de l'auteur, peux-tu m'expliquer comment cet auteur, si attentif aux détails, a pu faire une pareille erreur d'optique élémentaire? Puisque l'araignée se révèle ensuite être présente sur l'objectif de la lunette, quelques vignettes plus loin, il est tout à fait impossible de la voir dans l'oculaire. Si vous n'êtes pas convaincu, mettez donc une araignée ou tout autre insecte sur l'objectif de vos jumelles et vous constaterez que l'animal est invisible quand vous avez regardé la Lune. Serge, tu m'expliqueras, il y a sûrement un inconscient profond caché dans cette erreur. Cette introduction astronomique peut simplement exprimer ma passion pour les images, qu'elles sortent d'un télescope ou bien qu'il s'agisse de dessins d'enfants. Aux premières, j'ai consacré ma vie professionnelle et des seconds, représentant toutes sortes d'expériences scientifiques faites dès la classe de maternelle. J'ai puisé l'inspiration qui m'engagea, il y a maintenant plus de 20 ans, dans La main à la pâte, aux côtés de Georges Charpak, et qui, 15 ans plus tard, me fit te rencontrer, Serge. D'ailleurs, dès le début de cette aventure, nous avions publié un livre qui a fait l'objet de la thèse de doctorat de Madame Lafosse-Marin, et qui s'intitule, c'est un livre de dessin d'enfant, qui s'intitule « S'il te plaît, dessine-moi un scientifique ». Et ce livre révèle des choses atroces sur l'image que les enfants se font des scientifiques. Je doute qu'ils souhaitent rentrer dans ces images-là, en tout cas. Mais ça nous a beaucoup appris. Il s'agissait de faire revenir la science sous son angle le plus attirant dans nos écoles primaires et maternelles aussi, avec l'émerveillement devant le monde qui se révélait aux enfants. Et puis, lorsqu'à la fin des années 2000, notre main à la pâte a beaucoup grandi, nous nous intéressâmes au rapport entre éducation à la science et santé des enfants. En 2005, un premier livre, L'exposition au soleil et ses dangers, un second, en 2008, l'alimentation, et puis à partir de 2010, le souci de révéler également aux enfants en situation de handicap les merveilles des phénomènes naturels qui leur étaient souvent cachés. Et puis, frappé par l'émergence des sciences cognitives, et particulièrement par mes rencontres avec Stanislas Dehaene, je réalisais soudain que l'école primaire enseignait la respiration, la digestion, la circulation du sang, poumons, estomac, cœurs et vaisseaux, mais point de cerveau. Nous apprenions à nos enfants à penser, mais l'outil de cette pensée leur demeurait totalement mystérieux. Cela me parut vraiment injuste. Je m'en ouvris à Daniel Andler, qui était alors responsable du laboratoire de sciences cognitives à l'école normale. Et c'est ainsi que l'équipe de La main à la pâte engagea un nouveau projet où se retrouvaient les images, le cerveau et la santé. Un projet pour les instituteurs et les enfants, et qui fut intitulé « Les écrans, le cerveau et l'enfant ». Et justement, au même moment, en 2010, notre Académie des sciences, qui était devenue sensible au débat public qui s'instaurait au sujet de l'impact des écrans de toute nature, télévision, téléphone, jeux vidéo, etc., sur la jeunesse, décidait d'engager sur ce point un travail de fond. Nous constituons un petit groupe d'experts, Serge Tisseron, que je découvre alors, en devient membre, et il est si actif qu'il sera l'un des 4 co-auteurs de l'avis final que nous publions en 2013 sous le titre « L'enfant et les écrans ».
J'appartiens aussi à ce carteron. Nous avons travaillé ensemble plus de 3 ans et j'ai alors découvert, Serge, ton extrême attention, ta générosité, ta rigueur professionnelle, ta force de travail et puis aussi ton projet éducatif 3-6-9-12 qui était la mise en œuvre concrète de ce que nous essayions de recommander. Ensemble, nous avons exploré l'impact sur le nouveau-né, sur le petit et le plus grand enfant, sur l'adolescent, de ces images multiples présentes. Et malgré nos compétences limitées et face aux contempteurs de ce nouveau monde, qui pourtant s'y immergeaient eux-mêmes sans aucun scrupule, nous avons voulu apporter une parole positive et responsable pour aider parents et éducateurs, comme Serge le fait depuis tant d'années. Le livre connut un franc succès, sans doute grâce à ta signature d'ailleurs, et quant à notre module sur le cerveau et les écrans, dans les écoles, présenté en complément du livre, il fut et il demeure utilisé par des dizaines de milliers d'instituteurs dans nos écoles, aujourd'hui encore. Le plus rude restait à venir et il fut l'occasion de beaucoup d'échanges avec Serge. Notre avis fut contesté comme trop optimiste et même naïf ou ignorant de travaux scientifiques essentiels. Un grand journal du soir ouvrit sans relâche ses colonnes à un adversaire résolu, qui récemment encore n'hésita pas à y proclamer perfidement que, je cite, « d'autres intérêts que la science et la santé publique ont pu jouer dans la rédaction et la publication de l'expertise de l'Académie des sciences. » Peu importe, agiter le drapeau des crétins digitaux assure un classement dans les toutes premières ventes des ouvrages aujourd'hui. Aussi, cette année 2019, nous avions décidé de reprendre ce chantier et à nouveau, avec l'aide irremplaçable de Serge, nous avons publié un appel à vigilance qui faisait écho aux désormais innombrables articles de presse sur le sujet. Je termine, je crois que je suis juste dans les temps, et par une question, puisque Serge, j'ai pu apprécier ton immense disponibilité dans toutes ces aventures modestes mais communes. Où puisses-tu l'optimisme qui te fait accepter les évolutions radicales, parfois aveugles, parfois provoquées par le goût de l'argent de notre société, celles qui élèvent ou au contraire qui blessent parfois à jamais certains jeunes? Quelle est la source de la confiance que tu mets dans ce petit homme qui devient une femme ou un homme et que tu rencontres de si près? Merci d'abord, hein, Pierre. Moi, je tenais à ce que tu sois là pour le travail infatigable que tu mènes depuis des années pour que la science profite à tous et pour que l'éveil à la science et l'éveil citoyen soient poursuivis de concert dès la maternelle, dès l'élémentaire, de façon à ce que les enfants très tôt s'ouvrent à la curiosité et à l'émerveillement et dans le domaine de fonctionnement de l'univers, mais aussi dans le domaine de la compréhension des images. Alors, juste un petit mot sur le fait que les grandes campagnes anti-images trouvent leurs limites, anti-écran trouvent leurs limites, et justement, puisque tu as cité l'avis le livret éducatif « Le cerveau, les écrans et l'enfant », ce livret maintenant, et avec l'autre livret 1, 2, 3 codés, sont des livrets énormément utilisés en Suisse, dans le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel, puisque j'ai eu la chance de repenser l'enseignement des médias dans ces cantons. Et j'en parle parce que ces cantons ont dépensé des fortunes pendant 10 ans pour alerter contre les dangers des images, et ils se sont finalement aperçus que c'était contre-productif, et ils ont complètement repensé leur campagne, et aujourd'hui on ne voit plus des enfants au regard globuleux devant des écrans qui les inondent de lumière, mais on voit des enfants qui jouent ensemble à la console avec leurs parents sur les brochures maintenant distribuées dans les écoles. Donc cet avis, ce livret éducatif trouve un beau relais, et je ne doute pas
qu'il va finir par trouver un relais plus important encore en France. Alors pour ta question, pour répondre vite, je suis plutôt du genre inquiet et pessimiste, spontanément pessimiste. Mais mes études de psychiatrie m'ont beaucoup aidé parce qu'elles m'ont permis de comprendre assez vite que le pessimisme est un handicap. C'est-à-dire que quand on est pessimiste, on finit par rater des opportunités, par surestimer l'adversaire, par sous-estimer ses propres forces. Donc je suis optimiste par résolution. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais maintenant appeler